Bonjour à tous. Avant de partir en vacances, je voudrais m'adresser à vous parce que je vous aime, parce que je voudrais vous souhaiter d'excellentes vacances. Et j'espère, Bazat Hachem, qu'on se retrouvera à la rentrée avec un élan encore plus grand, encore plus fort pour rebâtir notre communauté qui souffre et qui n'est pas la seule à souffrir de la situation dans laquelle nous sommes depuis bientôt plus de 6 mois. Alors, ces vacances sont nécessaires pour chacun d'entre nous. Il est important de reprendre des vacances parce que ces vacances, par définition, c'est une convention sociale et humaine pour pouvoir changer, pour pouvoir briser ce quotidien et repartir sur des nouvelles bases, renforcer physiquement, renforcer mentalement, mais aussi renforcer spirituellement. Ces vacances, cette convention sociale qui a été inventée depuis la nuit des temps, avait comme but principal de changer de décor, nous permettre de voir autre chose sous un autre angle, de pouvoir découvrir des choses qu'on n'aurait jamais découvertes en le reste de l'année. C'est aussi un changement de comportement, un comportement beaucoup plus attentif, beaucoup plus à l'écoute de son épouse, de son mari, de ses enfants, un changement de rythme où on ne dort pas de la même manière, pas aux mêmes heures, où on a une consommation du repas qui est au gré, on va dire, des occupations, des différents plannings d'excursions, de découvertes. Tout ça, ces vacances-là, ce sont les vacances qui, à la base, sont nécessaires pour pouvoir renouer avec le quotidien, avec de nouvelles forces. Mais malheureusement, il y a tellement de changements qui s'opèrent. Bien au-delà de ces changements qu'on vient de définir, il y a des changements de comportement, mais cette fois-ci, pas de comportement avec sa propre famille, dans un sens du rapprochement, de l'écoute et de l'ouverture, mais souvent de changements de comportement, de la manière dont on se comporte à l'extérieur et dont on s'expose au regard des autres. Vous savez, bien souvent, l'amitié se mesure à la capacité de pouvoir, souvent, beaucoup de personnes définissent l'amitié comme étant la capacité de pouvoir partir avec des amis en vacances. C'est un ami, on part avec lui depuis des années et on est très très unis. Alors on loue une grande maison ou alors on loue dans le même hôtel ou dans la même résidence vacances. Malheureusement, ce sont tellement des amis qu'on n'a plus du tout honte de s'exhiber réciproquement. Alors il y a l'épouse de l'un qui s'exhibe aux yeux du mari de l'autre et inversement. Et malheureusement, c'est là où commencent, malheureusement, commencent les vacances qui, au lieu de construire, malheureusement détruisent. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vous aime. Parce que je reçois beaucoup, beaucoup de personnes qui se plaignent de ne plus vraiment ressentir quelque chose pour leur conjoint, parce qu'ils ont l'impression que le couple est arrivé à échéance, à une date butoir. Il n'y a plus rien entre nous. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'étais en ligne avec un ami d'enfance. Il m'a dit, voilà, il a 4 enfants. Mais je ressens plus beaucoup de choses pour mon épouse. Alors, on a décidé de se séparer. De se séparer, mais le divorce n'a pas été encore prononcé. Et le voilà déjà en concubinage avec une autre femme. Son ex-femme, qui n'est pas encore ex, malheureusement se retrouve avec à charge 4 enfants. Quelque chose de terrible, mais qui n'est pas des cas isolés, qui ne sont pas des cas isolés, qui malheureusement se retrouvent au quotidien. J'ai la chance et la malchance, malheureusement, des fois de concentrer un petit peu toutes ces informations lorsqu'il s'agit éventuellement d'apporter de l'aide à des couples en péril. Alors, vous savez, ce type de comportement est malheureusement extrêmement corrosif pour l'entente du couple. Pourquoi? On va parler, parce que je vous aime,
on va parler de manière franche. Lorsque le couple va bien, c'est super, on reste unis, on reste solide, mais quand il y a, et ça c'est le quotidien, des fois des petites brèches dans, dans cet univers, il y a des petits coups de tonnerre dans un ciel serein, on va s'apercevoir que finalement, le mari de l'autre, la femme de l'autre, n'aurait pas eu la même réaction. Je la connais bien, ce sont des amis. On passe des vacances ensemble et on se connaît super bien. Tout le monde se connaît en maillot, tout le monde se connaît de A à Z, on a mangé ensemble, on a vécu ensemble. Et des fois, même si on ne passe pas à l'acte, je dis bien, même si on ne passe pas à l'acte, même si, Baruch Hashem, nous conservons notre union avec notre épouse, notre époux, il faut savoir qu'il existe une forme de référentiel qui vient malheureusement quelque part atténuer cet amour, cet effort que nous devons faire pour comprendre la différence de l'autre et pour essayer de rabibocher, essayer d'arranger les choses. Bien souvent, on se dit, mais pourquoi je vais arranger alors qu'il y a tellement de personnes, tellement mieux autour de moi? Et c'est cette réflexion qui est dans un petit coin de notre tête qui porte cruellement un coup, des fois fatal, dans la fidélité et dans la pérennité d'un couple. Mais au-delà de ça, au-delà de malheureusement cette entente et ce shalom baït qui peut être extrêmement abîmé et galvaudé par ce type de comportement, il y a aussi le relationnel avec nos enfants. Vous imaginez qu'un couple, vous savez, dans un couple, il y a des lois de tsniout, de pudeur. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on a le droit de tout dévoiler à son mari, de tout dévoiler à sa femme. Et on doit respecter des règles de pudeur strictes pour justement hermétiser cet amour et le pouvoir le conserver. Car c'est par le biais de la pudeur que l'on hermétise tout ça, qu'on permet cette conservation et cette passion qui continue à se transmettre du premier jour de la nuit de noces jusqu'aux derniers instants de la vie de couple. Je vais vous raconter une petite histoire que tout le monde connaît. Ce n'est pas une découverte, ce n'est pas une nouveauté. Mais c'est une petite histoire que j'aime beaucoup, que j'ai entendue de la bouche de mon Rav, Zecher Tzadik Libracha, le Rav Sitruk à la Shalom. Il y avait une jeune fille qui, lorsqu'elle elle était en âge de devenir une jeune fille, c'est-à-dire qu'elle commençait à avoir ses menstruations, son père lui a offert une boîte à bijoux magnifique en marqueterie qui était fermée à clé. Et son père lui offre cette boîte et lui dit, voilà ma fille, parce que tu deviens aujourd'hui une jeune fille, c'est mon cadeau. Je t'offre cette boîte à bijoux, mais elle est fermée à clé. Alors la jeune fille vient instinctivement la secoue et entend qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Elle lui dit, mais pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Elle dit, non ma fille, tu ne pourras pas l'ouvrir, c'est une convention qu'il y a entre toi et moi, à savoir que le jour de ton mariage, je te donnerai la clé pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la jeune fille nourrit cette curiosité et elle accepte bien évidemment le deal de son père, mais la voilà maintenant dans ses rêves, dans son imaginaire, pour savoir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir après dans cette boîte-là. Tous les soirs avant de s'endormir, elle remue la boîte et elle se dit, là c'est peut-être une bague. Ah non, là ça a un son peut-être de bracelet. Ce sont des boucles d'oreilles. Voilà comment, tous les soirs, elle se berçait au son de ce bruit-là, en essayant d'attiser son imagination, essayer de percer ce secret, ce mystère. Au bout de plusieurs années, ce mystère trouvait enfin la possibilité d'être dévoilé. Le jour de son mariage, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est d'aller voir son père et lui dire, papa, donne-moi la clé. Tu m'as fait attendre pendant des années, je voudrais avoir la clé. Alors, le père lui dit, il n'y a pas de problème, il sort la clé de sa poche, il la lui donne. Et là,
alors que c'est un jour on serait peut-être amené à penser à autre chose qu'à ouvrir cette boîte à bijoux. Bien, elle a ouvert la boîte à bijoux, elle a trouvé un vulgaire caillou qu'il avait ramassé dans la rue. Et là, ça ne lui plaît pas. Elle est déçue. Elle lui dit, papa, mais tu m'as trompé. Tu m'as fait prendre des illusions. Tu m'as amené à des illusions qui sont complètement maintenant effondrées. Je pensais que c'était un bijou, que c'était de l'or, c'était un diamant. Mais que ce soit un vulgaire caillou dans une boîte aussi belle, comment se fait-il que tu aies pu me tromper comme ça? Elle lui dit, non, ma fille, je ne t'ai pas trompé, mais je voulais que tu prennes conscience que dans la vie, c'est ce que l'on cache qui a le plus de valeur. Ce n'est pas ce qu'on dévoile. Et cet enseignement, je veux que tu le conserves toute ta vie pour que tu puisses vivre une vie heureuse, épanouie avec ton mari. Même à ton mari, ne dévoile pas tout. Même à ton mari, garde cette pudeur, cette retenue. Car c'est souvent la retenue, et c'est même pas souvent, c'est toujours la retenue, qui permet de conserver la véritable valeur des choses. C'est valable aussi pour la conservation des aliments. Ouvrez un paquet, laissez-le ouvert, et vous verrez s'il sera conservé de la même façon que quand il est refermé convenablement. Bien, c'est valable aussi lorsque cette neshama est habillée par ce corps, et ce corps est couvert par ses vêtements. Bien, quand malheureusement on se découvre, eh bien, on abîme le regard de l'autre. On amène des pensées et des mauvaises pensées chez l'autre. On devient responsable de cette altération, de ce désir, de cette passion qui doit normalement rester intacte dans le couple. Et même dans le couple lui-même. Même à l'intérieur de notre propre chambre, nous devons avoir ces règles de pudeur. Comment est-ce possible que les femmes des autres, je les connaisse mieux que ma propre femme? Comment est-ce possible que les maris des autres, je les connaisse dans leur intimité plus que mon propre mari? Non, c'est pas possible. Mais sinon, ça vient complètement perturber l'équilibre conjugal. Ah, mais c'est comme ça y est maintenant, ça a changé. Maintenant, tout le monde montre tout à tout le monde. Et on vit dans un monde complètement désinhibé. Et alors, vous avez entendu autour de vous que, on va dire, les relations conjugales, la vie de couple était en hausse, était au beau fixe. Malheureusement, c'est le contraire. C'est le contraire. On est dans une période extrêmement tumultueuse où les hommes et les femmes, malheureusement, ne savent plus être épanouis à l'intérieur de leur propre maison. Il faut aller voir ailleurs parce que l'herbe est toujours plus verte dans le champ de l'autre pour s'apercevoir que finalement, c'était au sein de notre propre maison avec l'équilibre que nous étions responsables, dont nous étions responsables, que nous devions conserver, qui malheureusement s'est complètement brisé. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'image qu'on donne à nos enfants. Nous sommes les référentiels de nos enfants. Je ne vais pas vous apprendre, mais lorsqu'on fait une réaction chimique, il y a toujours ce qu'on appelle un tube témoin. C'est quoi ce tube témoin? C'est un tube dans lequel nous n'avons pas mis les principes de réactifs pour justement savoir quel va être l'écart de réaction entre le tube de base et le tube en réaction. Si jamais nous mettons dans tous les tubes le réactif, nous ne saurons jamais comment le produit a réagi. Nous ne saurons jamais revenir à l'élément de départ. Et du coup, nous allons en fait malheureusement nous éloigner de l'élément de base, de l'élément de comparaison qu'on appelle le tube de référence ou le tube témoin. Nous sommes les parents, nous avons une responsabilité d'avoir cette assise et cette référence inébranlable, immuable aux yeux de nos enfants. Si nos mamans se comportent comme nos filles, si nos papas se comportent comme les garçons, et qu'ils se flattent même d'être aussi jeunes, aussi beaux, aussi, on va dire, sympathiques
que leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'un père et une mère doivent jouer la figure de l'antipathie. Non, on peut très bien être sympathique, être ouvert à ses enfants sans avoir besoin de ressembler à nos enfants, car sinon on leur fait perdre leur référence. Et malheureusement, quand il y a un écartement qui s'opère, on ne sait plus où revenir. Les parents, eux aussi, ont quitté leur point de référence. Et ce sont des générations qui se construisent un peu comme un radeau au gré du vent qui a perdu complètement sa direction, sa trajectoire, et qui se contente finalement de vivre sur le mètre carré de bois pour pouvoir flotter, résister aux intempéries. Non, nous ne devons pas conduire notre famille de cette sorte-là. Nous devons être très attentifs à être des référentiels pour nos enfants. Un papa et une maman ne doivent pas se comporter comme les enfants. Ils sont, et parce que nos enfants en ont besoin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ne pas être, entre guillemets, dans le vent ou dans la mode, la dernière mode, uniquement parce que vous avez peur que vos enfants vous pointent du doigt et vous stigmatisent en disant ah, vous êtes des vieux. Non, n'ayez pas peur de ça. Ils ont besoin de cette référence. Ils ont besoin de ce pieu qui est enfoncé, qui est inébranlable. Or, quand une maman se balade en maillot devant ses enfants, quand un papa se balade en slip de bain devant ses enfants, quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas de conservation du référentiel, eh bien, vers qui vont s'adresser les parents, les enfants? Leurs propres parents en sont aussi perturbés qu'eux-mêmes. Pourquoi j'irai voir mes parents? Je vais tout simplement demander conseil à mes amis. Et souvent, malheureusement, ce type d'éducation passe de la verticalité à l'horizontalité. Et les générations actuelles vont chercher recours, vont chercher conseil auprès d'amis qui ne sont pas toujours, voire souvent mal intentionnés. Ce qui fait que nous perdons cette, cette capacité de pouvoir conduire, guider, parce que nous aimons nos enfants, nous leur voulons du bien, mais ils ne comprendront pas comme ça. C'est très important, mes chers amis, de faire en sorte que nos vacances ne soient pas un changement de comportement, comme nous venons de le décrire. Nous ne pouvons pas imaginer que nous puissions nous comporter de la même façon à Saint-Maurice ou à Paris, en allant faire ses courses en maillot de bain, on se ferait tout de suite arrêter par la police. Et je ne comprends pas pourquoi, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France ou à d'autres endroits de villages vacances, j'ai le droit d'aller prendre un café en maillot de bain, en me montrant à tout le monde, ça ne pose pas de problème. Il dit, mais là-bas, tout le monde le fait. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le référentiel, il est en fonction des autres. Et c'est là où, malheureusement, on s'égare. Le référentiel, c'est la Torah. La Torah n'est pas en vacances. Le Bet Din d'en haut n'est pas en vacances. Inelo Yanum velo Ishan Shoma Israël. Celui qui nous garde et qui nous préserve n'est jamais en vacances. Les vacances, gardons le sens premier des vacances. Celui de pouvoir régénérer et de pouvoir redonner à l'être humain de nouvelles forces, mais sans jamais quitter ses devoirs, ses responsabilités par rapport à la Torah et aux mitzvot. Que Dieu vous protège à tous, qu'il vous donne la force de pouvoir surmonter ce Yetzer Hara qui est très fort pendant les vacances et qui vient un petit peu tout arrondir, il vient arrondir les angles et nous dire mais non, t'inquiète pas, c'est les vacances. Quand tu vas rentrer à la maison, tout va changer. Faisons extrêmement attention à nos cellules dont nous sommes responsables. Faisons attention à nos foyers. Continuons à préserver ce désir que nous avons les uns envers les autres dans nos couples. Et cette référence que nous devons garder intacte pour permettre à nos enfants de pouvoir revenir et de savoir de combien ils se sont écartés pour pouvoir revenir à leur point de départ. Que Dieu vous protège et nous protège à tous, Bezat Hashem. Que
nos couples soient toujours remplis d'amour et de respect l'un vers l'autre, que nos enfants conservent, B'ezrat Hashem, toujours le droit chemin, que nous soyons fiers d'eux, qu'ils grandissent comme nous aurions voulu qu'ils grandissent, comme nous aurions espéré qu'ils deviennent, et qu'ils puissent nous donner une descendance qui ressemble à celle que nous aurions voulu avoir. Je vous souhaite d'excellentes vacances et à très bientôt, B'ezrat Hashem. Kol Tov.